Avant de je vais donner la parole maintenant à Camille. Je lisais quelques notes parce que nous souhaitons rappeler à tous les participants le destin tragique de Semira Adamou. Il y a exactement, c'était un 22 septembre, c'était en 1998. Elle est morte étouffée suite à l'intervention, si je me rappelle bien, à l'aéroport de Zaventem des forces répressives qui ont utilisé ce qu'on appelait à l'époque, parce que c'était autorisé, la méthode du coussin, et l'ont asphyxiée. Et donc, toutes les années, il y a une commémoration parce que c'est une figure emblématique de la répression policière et s'exerçant notamment sur des personnes racialisées. Et donc, demain, c'est bien demain? Non, ce soir, à quelle heure? À 20h30, rue Sainte-Gudule, donc devant la cathédrale Sainte-Gudule, il y aura une veillée à la mémoire de Semira Adamou. Voilà. Et donc, maintenant, je donne la parole à Camille Chalmers. J'espère qu'il m'entend et qu'il va pouvoir directement intervenir. Donc, Camille Chalmers est membre du réseau international du CRDTM. C'est le secrétaire général, si ça n'a pas changé, de la PAPDA, une organisation haïtienne. Et donc, Camille intervient à partir de Port-au-Prince. Camille, tu as la parole. Bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir de participer à cet échange. Je crois que c'est une initiative extrêmement importante. Et c'est un plaisir aussi de revoir les visages de beaucoup de camarades qu'on n'a pas vus depuis trop longtemps à cause de Covid-19. Voilà, donc, et on m'a demandé de présenter les principales mesures qui sont dans le texte sur la question des réparations. Mais avant de le faire, je vais faire une petite introduction. Et premièrement, je crois que c'est important de signaler qu'il y a une évolution conceptuelle importante sur la question de la dette et des réparations. Et nous avons contribué, je crois que le mouvement global contre la dette a contribué à une évolution très significative contre le discours dominant qui présente toujours la dette seulement dans sa dimension financière, en oubliant évidemment que cette dimension financière, c'est le résultat de tout un ensemble de processus historiques et qu'il faut placer la dette comme instrument de domination à l'intérieur de processus beaucoup plus larges. Deuxième évolution importante, c'est les efforts qui ont été faits autour du concept de dette écologique, de dette historique. Et en ce sens, il faut saluer les contributions qui ont été faites à partir de la Bolivie. Je me souviens de la grande réunion de Cochabamba, qui ont lancé tout un processus de réflexion sur la dette écologique et la nécessité des réparations de la dette écologique, toute l'idée de tribunal international de justice climatique. Je pense que ce sont des éléments très importants à introduire dans la discussion. Deuxième chose, il y a pas mal de repères historiques qu'il faut rappeler sur la question, que je vais signaler très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bon, il y a les initiatives qui sont prises au niveau des États-Unis sur la question des réparations du crime de l'esclavage. Et il y a eu pas mal d'institutions, même des universités célèbres, qui ont accepté de réparer, entre guillemets, les crimes de l'esclavage en acceptant les descendants de ces générations dans leurs universités gratuitement. Il y a eu bien sûr la conférence de Durban de 2001 qui a été sabotée par les impérialistes, mais dont les conclusions sont importantes et il faut rappeler les principales résolutions de la conférence de Durban. Il y a la loi Taubira de mai 2001 qui déclare l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et l'accord entre l'Italie et la Libye, mais qui a été utilisé de façon très démagogique dans un contexte de néocolonialisme. Et les revendications des pays de la CARICOM qui, depuis 2012, présentent la question de réparation comme un élément essentiel de revendication dans les relations internationales et qui ont donné toute une dimension juridique à des plaintes contre les puissances coloniales européennes, notamment la France, la Grande-Bretagne
et les Pays-Bas. Et l'adoption par les Nations Unies en 2015 de la décennie des peuples afrodescendants. Mais il faut signaler que nous sommes déjà en 2020, ça veut dire 5 ans après l'inauguration de cette décennie des peuples afrodescendants. On peut dire que pas grand-chose n'a été réalisé et ça reste très institutionnel. Et pour que cette décennie des peuples afrodescendants donne des résultats, il faut qu'il y ait une appropriation du concept par les mouvements sociaux et que ça se transforme en un vrai mouvement populaire. Je dois aussi signaler la campagne pour le démantèlement des transnationales, qui est un élément très important pour faire sortir les transnationales de l'impunité. Et on a vu avec beaucoup de plaisir que l'assassinat de George Floyd a donné lieu à une nouvelle vague de mobilisation sur la question, et une nouvelle vague de mobilisation qui, aux États-Unis, a débordé les limites antérieures, où beaucoup d'autres mouvements, les mouvements syndicaux, les mouvements ouvriers, des mouvements de femmes, se sont joints à cette mobilisation à l'occasion de l'assassinat de George Floyd. Le deuxième point d'introduction que je veux signaler, c'est le cas emblématique d'Haïti qui est dans le texte. Et c'est très important de rappeler les éléments fondamentaux. Bon, en 1825, suite à la grande révolution haïtienne, qui avait un contenu anticolonial, anti-esclavagiste, antiraciste et anti-plantation, donc une révolution très radicale qui questionnait les fondements même du fonctionnement du marché mondial, la réponse des empires a été justement, à partir de 1825, d'imposer la rançon de l'indépendance et d'exiger un paiement pour indemniser les esclavagistes, les propriétaires de plantations et d'esclaves qui avaient perdu leur possession grâce à la Révolution. Et ce paiement a été fait pendant plus de siècles. Et pendant tout le dernier quart du XIXe siècle, les paiements représentaient le 60 à 70% des recettes de l'État haïtien. Donc, des versements réguliers ont été faits à l'État français pour indemniser les esclavagistes. Et dès 1828, soit 3 ans après, l'État haïtien a dû s'adresser au marché privé des banquiers de Londres pour pouvoir honorer cette dette. Donc, un processus d'une violence extrême à travers lequel on a utilisé la violence de la dette pour réinsérer l'économie dans la logique capitaliste mondiale et annuler les effets et les conséquences de la grande révolution de 1804. Et il y a eu aussi, au début du XXe siècle, à partir de 1915, une occupation militaire des États-Unis en Haïti dans le cadre de l'expansion de l'impérialisme américain et du contrôle des territoires de la Caraïbe pour les convertir en patio trasero, comme on dit en Amérique latine, en cour arrière. Et pendant les 19 ans, il y a eu quand même une destruction de plus de 25% des réserves forestières d'Haïti et un processus de migration extrêmement douloureux pour forcer les travailleurs haïtiens à travailler dans les usines sucrières capitalistes de Cuba et de la République dominicaine. Et plus récemment, nous avons souffert une autre occupation militaire à partir de 2004, celle de la MINUSTA, la Mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, qui était supposée être une force de maintien de la paix, mais qui a causé des dégâts énormes dans le cadre justement de l'application de l'agenda des États-Unis et de la remilitarisation impériale du bassin de la Caraïbe. Et au niveau des mouvements sociaux haïtiens, nous avons déclenché tout un ensemble de réclamations sur la réparation nécessaire du crime du choléra. Et nous approchons aujourd'hui, ce sera très bientôt, le 10e anniversaire. Le 10 octobre 2020, ça va être le 10e anniversaire de l'introduction du choléra par les troupes des Nations Unies en Haïti. Introduction du choléra qui a causé plus de 30 000 morts et qui a infecté plus de 800 000 personnes avec des dégâts considérables sur l'économie et la société haïtienne. Et évidemment, je crois que c'est une opportunité pour que les mouvements sociaux au niveau mondial s'approprient cette revendication en questionnant tous les slogans que nous lisons sur les 75 ans des Nations Unies et la défense des droits humains et demander aux Nations Unies qu'est-ce qu'ils font des droits des peuples et qu'est-ce qu'ils font de ce qui a été commis comme crime en Haïti à travers le choléra. Donc, j'invite les différents mouvements à participer à la campagne que nous allons déclencher à partir de la semaine prochaine autour des 10 années de l'introduction du choléra en Haïti. Et, je voudrais signaler aussi quelques enjeux politiques sur la question des réparations. Je pense que le concept est très intéressant comme outil de lutte et de mobilisation
mais il ne peut prendre son plein effet que dans la mesure où c'est un instrument qui doit être inséré dans les luttes anticapitalistes. C'est très important de signaler que ceci doit faire partie d'un questionnement global de l'ordre mondial et montrer toute la continuité entre le colonialisme, le néocolonialisme et les différentes agressions actuelles où le capitalisme en crise est devenu beaucoup plus destructeur et beaucoup plus violent, en particulier contre les peuples du Sud. Et je crois aussi que le concept de réparation donnera son plein effet dans la mesure où nous pouvons assister à l'émergence de nouveaux rapports entre les mouvements révolutionnaires dans le Nord et dans le Sud. Je pense que c'est à travers de nouvelles pratiques, de nouvelles démarches, de nouvelles théorisations qui lient justement les forces révolutionnaires dans le Nord et dans le Sud que le concept de réparation va pouvoir donner son plein effet. Et je pense, par exemple, à la nécessité de faire renaître la notion de brigade internationaliste que nous avions connue, par exemple, à l'époque de la guerre d'Espagne, à l'époque de la révolution sandiniste, des brigades internationalistes qui peuvent matérialiser cette présence concrète des mouvements révolutionnaires auprès des luttes qui se mènent aujourd'hui dans le Sud, dans, par exemple, des projets concrets comme, par exemple, l'alphabétisation, la reforestation, la santé pour tous, etc. Voilà, donc c'est ce que je voulais préciser comme introduction et je vais présenter très brièvement, dans le temps qui me reste, les différents points qui sont signalés comme mesures essentielles. Des excuses pleines et formelles. Donc, nous avons eu pas mal de déclarations, des excuses qui ont été présentées par des dirigeants des pays du Nord ou des dirigeants d'organisations multilatérales sur la question de l'esclavage, mais c'est toujours des excuses très, très ponctuelles qui ne sont pas suivies des faits. Donc là, la CARICOM réclame la formalisation de ces excuses et que ce soit suivi immédiatement d'un ensemble de mesures concrètes. Un programme de développement pour les populations indigènes ayant survécu au génocide. C'est très important de voir comment les conditions de vie concrètes des peuples afrodescendants, des peuples premiers de l'Amérique du Sud sont conditionnées par les processus de colonialisation, de colonialisme et de néocolonialisme. Et il faut des mesures spécifiques pour faire face à cette situation inacceptable aujourd'hui. Des institutions culturelles qui permettent de transmettre la mémoire des victimes et de leurs descendants. Donc, il y a tout un travail de reconstruction de la mémoire collective, mais à partir des peuples qui ont souffert les processus de génocide, les processus de destruction civilisationnelle, pour justement produire une nouvelle mémoire collective. Des moyens spécifiques et importants doivent être alloués à la grande crise de santé publique, en particulier que connaissent les pays de la Caraïbe, qui ont beaucoup souffert de cette conjoncture de Covid-19. Une grande campagne pour l'éradication de l'analphabétisme et de l'illettrisme. Un programme d'enseignement africain afin de renseigner les afrodescendants sur leurs racines. Un programme de réhabilitation psychologique pour le soin et la réparation des populations afrodescendantes. Transfert de technologie pour avoir un meilleur accès à la science et à la culture technologique mondiale. L'annulation de toutes les dettes pour mettre fin à l'enchaînement fiscal que connaît la Caraïbe depuis la libération de l'esclavage et du colonialisme. Et en ce sens, les réparations doivent inclure la dimension de crimes écologiques qui se sont traduits et qui doivent être aujourd'hui adressés à partir de condamnations et de compensations financières, inclure l'histoire de l'esclavage et du colonialisme dans l'éducation au sens large, c'est-à-dire non seulement dans le cursus scolaire, mais aussi de promouvoir au niveau des politiques culturelles, sensibilisation, soutien aux associations, événements, etc. Et le calcul de ce que les pays colonisateurs doivent à leurs anciennes colonies en termes de biens volés, ressources spoliées, forces de travail exploitées. Pour ce faire, il faut créer un groupe d'économistes, de juristes, de fiscalistes, afin de produire des connaissances sur les réparations. L'objectif est de trouver un chiffre précis que le pays colonisateur devra payer à ses anciennes colonies, mais aussi la mise en place de quotas de représentation au sein des institutions et la condamnation effective de propos et actes racistes. Donc, évidemment, dans le cadre des stratégies d'appropriation du concept de réparation comme outil de lutte et de mobilisation, il faut évidemment inclure la dimension financière, mais aussi toute la dimension des processus de recolonisation, les processus de militarisation
et tous les processus de remise en esclavage à travers les accords de libre-échange notamment. Je vous remercie. Et je donne la parole maintenant à Mireille France Fanon Mendes France, et ce sera suivi par... pardon, j'en ai rajouté, je savais, la fatigue, Mireille. Et Véronique, et j'ai peur de faire une erreur dans ton deuxième nom de famille, donc je vais dire Véronique Clette, et j'ai peur pour le deuxième. Il faudra que je regarde sur le papier, je promets, pour ne pas estropier ton nom. Bon, Mireille, je t'en prie. Merci Eric. Tu n'es pas le seul à faire cet amalgame. Bonjour Camille, merci pour ta présentation. Je vais peut-être juste poser quelques problématiques. Quand on demande des réparations, on est loin des demandes de réparation qui ont justement pu être faites au moment de Durban 2001, où c'était plutôt des réparations. Enfin, il y avait deux éléments. D'abord, le premier élément, c'est qu'à Durban, ça a été porté par les États africains, qui ont été stoppés net par les États anciennement colonisateurs. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et pour les organisations, à cette époque-là, les réparations s'orientaient plutôt vers des réparations individuelles ou collectives, mais de type, comme ce qui est précisé, je cherche ce que vous avez écrit. Ah voilà, c'est là. Des excuses, etc., etc. Et la restitution des biens, etc. Or, quand on regarde bien, de quoi est-ce que sont victimes les personnes qui sont victimes ou de négrophobie ou d'afrophobie, tel que cela nous a été présenté en ce qui concerne les migrants d'Afrique, en tout cas d'Afrique subsaharienne. De quoi souffrent-ils et de quoi souffrent les afrodescendants ou les Africains qui vivent dans les diasporas? Ils souffrent d'un racisme. Est-ce qu'ils souffrent d'un racisme traditionnel? Non, non. Et la question à se poser, c'est d'où vient ce racisme? Et ce racisme vient bien de cette mise en esclavage, de la traite transatlantique négrière, de la colonisation et du colonialisme. Et quand on parle de cela, on est forcé de comprendre que ce qui est à l'œuvre lorsque des actes racialisants existent ou sont agis, il y a dans l'inconscient collectif des sociétés occidentales le fait que le noir qui a été mis en esclavage ne mérite tout compte fait pas plus, même si c'est inconscient, c'est suffisamment profondément ancré dans la conscience collective occidentale qu'il y a du racisme, un racisme qu'on peut dire structurel. Par ailleurs, ce racisme, il est aussi lié, Camille en a un petit peu parlé, est aussi lié et ne peut être d'ailleurs pas délié de ce que sont les fondements du capital. Les fondements du capitalisme, ça a été à un moment donné de dire on a besoin de force de travail qui ne nous coûte rien pour pouvoir faire un commerce triangulaire, où on a d'ailleurs mis là sur les fonds baptismaux la mondialisation. Puis on a créé le capitalisme, et pour justifier ce capitalisme et de mettre en esclavage plus de 12 millions de personnes sur 4 siècles, eh bien on a justifié cela par la mise en place de la hiérarchie de la race. Donc c'est bien de cela dont on parle. C'est pour ça que quand j'entends parler d'excuses, mais je dirais que les excuses, mais c'est absolument rien du tout. Enfin, les excuses ne vont pas changer la vie quotidienne des millions de personnes qui souffrent de racisme structurel. Donc, ce qu'on doit se poser quand on parle de réparation, on doit se poser la question de qu'est-ce qui va permettre que ce racisme structurel soit définitivement banni de nos univers, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie ou que ce soit dans les pays occidentaux ou en Amérique latine.
Parce qu'il y a même un racisme entre les Africains et les Antillais, les Caribéens, donc il faut absolument qu'on s'occupe de ça, parce que jamais la vie va changer avec des restitutions d'objets. Et d'ailleurs, dans le rapport de Fedwin Sarr et de Sophie, je ne me souviens plus de son nom de famille, c'est bien ce qu'ils disent. Ils disent, c'est pas tant des objets qui ont été pris, c'est des énergies, c'est de la puissance créatrice. Donc ils disent bien cela. Et que ça va bien au-delà de l'objet. Et donc, on est absolument forcé de s'interroger sur qu'est-ce qu'on attend des réparations. Donc, on n'attend pas, moi, en tant que descendant de cette histoire-là, je n'attends pas des excuses parce que je veux quelque chose qui change le paradigme de la domination. Et le paradigme de la domination, il passe par la racialisation. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre à bas le paradigme de la domination et comment est-ce qu'on peut faire comprendre aux uns et aux autres, et y compris à ceux qui s'engagent, qui sont de nos alliés et qui veulent travailler sur des convergences, comment est-ce qu'ils peuvent admettre que le plus important, c'est de travailler, on ne peut pas travailler sur le capitalisme sans travailler contre le racisme systémique, et ça c'est une des erreurs pour moi importantes de Attac, qui ne s'est jamais engagé à travailler sur le racisme structurel, connecté, interrelationné, imbriqué avec le racisme structurel. Si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Donc l'histoire des réparations, c'est un engagement décolonial, particulièrement décolonial, parce que ce qu'a créé la mise en esclavage, et je dis bien mise en esclavage et pas esclavage. Il y a aussi une vraie différence à faire. Catherine, ce matin, nous alertait sur le sens des mots. J'alerte aussi sur le sens des mots. Esclavage n'est pas mise en esclavage. Et donc, il y a un véritable lien à faire entre esclavage et capitalisme, et on ne peut pas travailler l'un sans l'autre. On ne peut pas réussir cela. Donc, si on veut se battre contre le capitalisme, on doit se battre aussi contre la racialisation. Et donc, les réparations, ce n'est pas seulement pour permettre aux descendants des 12 millions de rentrer dans les pays. S'ils veulent le faire, c'est déjà un processus qui est en cours dans certains pays. Si les gens veulent le faire, c'est une décision qui peut se décider avec des États, mais ça n'est pas un engagement, enfin pour moi, ce n'est pas un engagement qui va mettre fin au racisme structurel. En revanche, ce qui va mettre fin au racisme structurel, peut-être, c'est déjà aussi de travailler sur la question de la terre. Parce que la terre, à qui appartient-elle dans les pays anciennement esclavagisés? Elle appartient encore aux Békés, en ce qui concerne les Caraïbes françaises, et elle appartient encore aux Blancs dans certains pays d'Afrique. Donc cette terre ne leur appartient pas. Pour quelle raison? Parce que cette terre a été volée par des crimes, et c'est bien pour ça qu'on peut parler de crimes, par des crimes au moment de l'arrivée des premiers marins dans les Caraïbes ou d'autres soldats en Afrique. Ces terres ont été volées, pillées par la mort, et quand on acquiert quelque chose par le crime ou le vol, on commet un acte délictuel. Donc on est passible d'une justice. Cette justice n'a jamais été mise en place. C'est ça qu'on veut, c'est faire en sorte que les personnes, c'est le cas d'Haïti, mais c'est le cas de la Martinique, de la Guadeloupe, ou de la Guyane, ou de la Réunion, pour parler de la France, et c'est les agriculteurs à l'heure actuelle, dans ces pays-là, les agriculteurs afro-descendants, ne sont que locataires de la terre qu'ils occupent depuis des siècles et dont ils prennent soin depuis des siècles. Les Békés continuant à faire régner la loi en fait du blanc, et c'est bien de cela dont il s'agit. C'est comment faire régner la loi du blanc, et comment est-ce que dans un monde comme dans lequel nous sommes à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait des gens qui soient considérés comme des êtres, les blancs, pour faire vite, les blancs, les occidentaux, et qui sont orientés intellectuellement par la pensée eurocentrée blanche, la suprématie blanche, et de l'autre côté, des non-êtres qui n'ont droit à rien. Et on le voit avec les Africains, leur pays, et ça a été très bien dit ce matin et cet après-midi, leur pays est totalement
voués au pillage de transnationales ou d'armées étrangères. Et les afro-descendants vivent dans des conditions extrêmement difficiles et le plus grand nombre de personnes incarcérées et de personnes tuées sont les afro-descendants et oui, les afro-descendants dans leur globalité de l'Afrique complète du nord au sud. Je ne fais pas de différence entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et quand on voit que toutes les 23 minutes au Brésil, un jeune de moins de 18 ans est tué par la police, personne ne s'alerte. On commence à s'alerter aux États-Unis, on commence à s'alerter en Europe, mais ces crimes sont commis parce qu'il est possible, parce que dans la tête de ceux qui gouvernent le monde, les non-êtres ne valent rien. Donc ils peuvent être tués, ils peuvent être expulsés, ils peuvent mourir en mer. Ça n'est pas grave, ça ne compte pas. Leur terre peut être brûlée, comme on le voit en ce moment en Amazonie, au Brésil. Ça ne compte pas puisqu'ils ne comptent pas. Donc, qu'est-ce que nous allons faire pour que nos frères comptent? Qu'est-ce que nous allons faire? C'est la question. Donc, c'est la question de réfléchir à qu'est-ce que sont les droits de l'homme. Donc, je préfère dire droits humains, mais qu'est-ce que ça veut dire que ces droits humains, qui tout compte fait, marchent très bien pour ceux qui sont du côté des êtres et marchent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien du côté des non-êtres. Nos amis migrants, mais ce sont les nouveaux mis en esclavage de ce 21e siècle. Ce n'est pas seulement des migrants, ce sont les nouveaux mis en esclavage. On peut les vendre en Libye, ça ne gêne personne tout compte fait. Il y a quand même ça pose aussi la question des institutions multilatérales et entre autres de l'ONU. Que fait l'ONU ? Oui, je m'arrête. Que fait l'ONU dans ce cadre-là, puisqu'on sait que de toute façon maintenant, elle est passée du côté, depuis l'imposition du partenariat public-privé mis en place par Kofi Annan, on est maintenant dans quelque chose de complètement ambigu et où à l'ONU, on favorise plus, entre guillemets, le capitalisme et le libéralisme que les droits de l'homme tels qu'ils devraient être pensés. Donc, ce sont ces questions-là que nous pose la question des réparations. Ce n'est pas seulement de la réparation pour des réparations, c'est de la réparation pour changer le monde. C'est ça. Et pour changer le paradigme de la domination. Ça ne viendra pas tout seul et c'est un lourd travail. Et pour terminer, j'aimerais dire que les crimes de l'esclavage, ils sont faciles à identifier. Il y a des crimes contre l'humanité avec la déportation de nos ancêtres de l'Afrique dans les Caraïbes et dans l'Amérique du Sud. Mais ce sont aussi des crimes de génocide commis à l'égard des peuples indigènes qui ont été proprement tués de manière systématique. Et j'étais très intéressée par ce que disait Yvonne du Congo, sur le fait qu'effectivement, il y a plus de 3 millions de morts, enfin maintenant elle a dit 10 millions, et que personne ne s'alerte. Et pourquoi, justement, on peut faire le pendant, personne ne s'est alerté devant les millions de morts tués par génocide au moment de la mise en esclavage, enfin de la colonisation, et là, en ce moment, il y a des millions de morts en Afrique et personne n'en parle. Comment se fait-il? Donc, il y a des éléments qui continue à se dérouler. Il y a un continuum de domination occidentale qui se matérialise d'événement en événement, et c'est ça qu'il faut briser. Et pour finir, je pense qu'une des choses aussi, si vraiment on veut travailler sur cette perspective, il faut penser qu'en définitive, tant que l'Afrique ne sera pas libre, alors il y aura toujours du racisme structurel. Donc il y a quelque chose aussi à voir avec la souveraineté et l'autodétermination d'un entier continent africain qui doit jouer, qui est dans la balance de la fin de ce racisme structurel. Merci. Merci beaucoup Mireille. Maintenant je donne la parole à Véronique Klett-Gakuba. C'est correct? Bon, je t'en prie, Véronique. Bon après-midi à tout le monde. Merci pour ce texte. Merci de m'avoir proposé de réagir et de réagir après Mireille Fanon, que j'estime beaucoup. Donc voilà, que ça s'est dit.
Et donc peut-être en premier lieu, justement, je voulais revenir donc par rapport à ce texte pour y réagir de manière constructive et aussi critique. Je voudrais revenir sur un premier point qui est celui justement de ce racisme structurel. Voilà, si on prend au sérieux l'idée d'un gouvernement populaire, s'agissant ici d'un texte qui s'inscrit notamment si on est dans le contemporain, dans la continuité du mouvement Black Lives Matter à la suite du meurtre de George Floyd, je pense qu'en effet, il y a une question, peut-être qu'il y a un point aveugle dans ce texte, qui est la question raciale, précisément. Donc, si on prend en effet la notion de racisme structurel qui est citée comme telle dans le texte, il me semble que ça ne peut pas juste être un énoncé sur lequel on s'accorde pour finalement se contenter de réduire les revendications à la condamnation des actes et des propos racistes. Je pense qu'il faut aller plus loin et que par racisme structurel, il faut pouvoir réellement comprendre ce que c'est ce structurel. Donc, comment comprendre ce que c'est ce structurel, comment est-ce que comprendre comment on peut transformer, voire démanteler ces structures sur lesquelles s'appuie la haine raciale. Donc voilà, je rejoins ici Mireille Fanon pour dire que c'est là le cœur des enjeux pour les personnes afrodescendantes, où qu'elles soient voilà, sur le continent européen, africain, américain et ailleurs. Cette haine raciale et donc des structures qui l'appuient véritablement et qui sont donc par en creux des structures qui favorisent la blancheur comme norme, voire le suprémacisme blanc. Et donc, je pense que surtout pour les pays au nord européen qui sont traversés par une idéologie de color blindness, donc la couleur n'importerait pas dans les rapports sociaux, où ce serait seulement des résurgences racistes chez certaines classes, et c'est souvent les classes populaires alors qu'ils sont visés comme étant racistes, donc pas évolués en fait d'un point de vue idéologique. Donc au contraire, je pense qu'il faut cibler ces structures et que notamment s'il faut prendre un exemple pour voir comment ou à quel point on peut parler de racisme endémique, il suffit de se pencher sur les enjeux de violence policière à l'égard des personnes racialisées et en particulier à l'égard des personnes noires. Ici, moi, je connais quelques cas assez bien en Belgique, notamment celui du jeune Lamine Bangoura, pour faire partie de son comité de soutien. C'est un jeune d'origine guinéenne qui s'est fait tuer par la police en 2018. Donc, ils étaient 6 à son domicile. Ils étaient à son domicile pour raison d'expulsion de son appartement, donc il devait 2 000 € à son propriétaire. Et alors qu'il ne constituait absolument plus une menace, il s'est fait étouffer par 2 policiers. Donc c'était au nombre de 6, il y avait un huissier également et le chauffeur de ce huissier. Donc c'était 8 personnes, lui était tout seul et ils l'ont pris au réveil. Et comme dans beaucoup d'autres cas de violence policière, ce qu'on remarque, c'est que directement, les policiers construisent un discours qui consiste à responsabiliser la victime. Donc, les forces mobilisées par la police étaient proportionnelles à l'agressivité de la personne morte. Soit elle était trop agressive, soit elle était trop agitée, soit elle était sous stupéfiants. C'est un discours qui est ensuite repris directement par le procureur du parquet, qui ensuite sera repris par les juges d'instruction et qui très souvent donneront lieu à des non-lieux, donc des blanchiments de ces policiers. Quand bien même, et ici je parle en connaissance de cause, parce que je suis dans le comité de Lamine Bangoura, on sait pertinemment bien qu'il y a des vices de procédure dans tous les sens, c'est-à-dire que les policiers ne sont pas auditionnés directement après l'acte qui a donné lieu à la mort. Il y a des vices de procédure qui pourraient tomber sous le régime de coalition de fonctionnaires. Dans le cas de Lamine Bangoura, ça s'est passé comme ça. Donc, ils ne se sont pas fait auditionner, ils se sont fait auditionner 1 mois plus tard. Avant de se faire auditionner, ils s'entretiennent entre eux et donc ils ont tout le temps de construire un narratif qui responsabilise la victime. Et par ailleurs,
un usage de la force, on l'a vu dans le cas Chovanec en Belgique, qui ne respecte pas les règles de déontologie, de méthodologie policière. C'est-à-dire que comme pour Lamine Bangoura ou pour Chovanec, un cas dont on a beaucoup parlé en Belgique, la pression exercée sur la personne et qui provoque des suffocations, des strangulations et des étouffements dure bien trop longtemps que pour que la personne puisse encore rester en vie. Et donc, on peut parler de meurtre. Et ces narratifs qui déresponsabilisent totalement les policiers sont repris par les journalistes et sont repris par les politiques, ou en tout cas, les politiques attendent encore de ce système judiciaire la vérité avant de pouvoir se prononcer. Et donc, on est véritablement dans des systèmes d'impunité raciale qui couvrent des décharges de violence inouïes, qui, même dans le meilleur des cas, c'est-à-dire quand des homicides involontaires sont prononcés, même dans ces meilleurs des cas-là, ils ne sont pas liés à la haine raciste. Donc le motif de la haine raciste n'est pas retenu par le juge et n'est pas non plus repris par des institutions comme UNIA. Moi, j'ai envoyé un courrier à UNIA en disant « Est-ce que vous pouvez vous constituer partie civile pour le cas de Lamine Bangoura ?» Il y a une décharge de violence inouïe pour mettre en avant le caractère raciste. Non, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas de preuves. Donc, il y a cette question de la preuve, de nouveau, qui est centrale ici. C'est-à-dire que tant qu'on ne peut pas prouver l'acte raciste, ce qu'on ne peut pas prouver dans la plupart des cas, il ne fait pas partir du référentiel à partir duquel le jugement va avoir lieu. Donc même dans le meilleur des cas, la décharge inouïe de violence qui ne peut être motivée que par un racisme profond n'est pas pris en compte par la justice. Et donc je pense qu'il y a vraiment à travailler sur ce racisme systémique, cette impunité autour du racisme. Ici, j'ai pris l'exemple des violences policières, mais il y a le travailler sur tous les champs de la vie sociale, l'éducation, la culture, la santé, évidemment, voilà, toute une série de champs. Alors, le deuxième point que je voulais soulever, c'était parce qu'il me semble qu'il faut prendre la mesure de la façon dont aujourd'hui, on est encore totalement confronté à ce contexte de non-reconnaissance du colonialisme comme crime contre l'humanité. Donc, on en fait encore les frais tous les jours et qu'il y a véritablement un travail de qualification à faire concernant le statut des États européens, donc leur responsabilité face au colonialisme en État criminel. Et que donc, il y a toute une lutte à mener sur le plan en fait du discours, sur le plan du savoir, pour renverser les discours dominants sur les responsabilités. Voilà, je pointe cet aspect-là parce qu'il y a un enjeu vraiment, je pense, pragmatique à renverser les responsabilités et donc les charges de la preuve, parce qu'on se retrouve, par exemple aujourd'hui en Belgique, il y a une commission colonisation qui a été mise en place fédérale, au niveau fédéral, donc réconciliation, réparation. Il y a une commission qui s'est mise en place par rapport à la décolonisation des espaces publics. Il y a des résolutions par rapport à la restitution. Donc ça, ce sont les résultats des mouvements activistes. Ces mouvements activistes produisent donc ces effets. Mais dès que l'institutionnel se saisit de ces enjeux qui ont été voilà, soulevés après plusieurs années par l'activisme, dès qu'il reprend en main ces enjeux-là, il se présente comme un État qui dispose de droits et qui ne rougit absolument pas de son caractère criminel par rapport au passé et qui est seul, du coup, à décider de l'entièreté du processus de réparation. Et donc, il peut décider de qui va participer aux commissions, qui ne va pas participer aux commissions, quand est-ce que les Africains vont participer aux commissions, pourquoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un comportement postcolonial dans tous ces petits lieux, soi-disant, d'avancées démocratiques et progressistes sur ces questions coloniales que les activistes arrivent à mettre à l'agenda. Et aujourd'hui,
en Belgique. On est dans ce point de régression et c'est tous les jours que ces enjeux et ce pouvoir, cette domination postcoloniale avec ces activistes se met en place. Et donc, voilà, je pense que le rapport Sarr-Savoy avait vraiment cet avantage de renverser la charge de la preuve de manière systématique en disant tous les objets acquis en Afrique avant 1960 l'ont été de manière illégitime. Donc, tous les objets proviennent de rapports structurellement inéquitables, ce qui permet de dire que même s'ils ont été vendus à des bas prix, il y a spoliation. Là où aujourd'hui, vous pouvez vous assurer que le musée d'Afrique centrale nous dira qu'il y a eu consentement. Et donc, on est dans des stratégies discursives de résistance coloniale qui sont possibles parce qu'il n'y a pas eu cette reconnaissance du crime contre l'humanité. Et donc, ça pose des problèmes pragmatiques à plein d'endroits. Et je pense qu'il y a un enjeu donc sur le plan du savoir et sans doute aussi sur le plan juridique, comment utiliser les outils juridiques. Donc, avec un collectif, notamment, nous avons porté plainte contre le musée d'Afrique centrale pour le forcer à aller vers le pénal plutôt que de rester, concernant la restitution des biens culturels, plutôt que de rester dans le droit de propriété, droit privé, c'est-à-dire que tout le champ juridique où la question des conditions d'acquisition illégitime n'est pas posée, l'amener vers le pénal pour recel, pour dissimulation de preuves, pour inaction et pour blanchiment. Donc, voilà, pour dire qu'il y a des enjeux liés à la manière dont on s'y prend dans les rapports avec ces grandes puissances pour imposer un statut d'État, leur imposer un statut d'État criminel qui ne leur permet plus dès lors de prendre totalement possession des processus de réparation, de réconciliation. Et alors le dernier point que je voudrais soulever par rapport à la question des rapports Nord-Sud qui sont beaucoup avec le Sud global, Nord global, qui font l'objet de réflexions aussi sur l'annulation des dettes et des réparations. Peut-être mettre juste un point d'attention sur le fait que les politiques postcoloniales de coopération, leurs effets de marché, leurs effets d'injustice, leurs effets de subalternité n'agissent pas seulement sur les populations du Sud, mais elles agissent aussi sur les afrodescendants localisés au Nord. Et je pense que c'est quelque chose dont on ne se rend pas nécessairement compte. Moi, je le travaille notamment dans mon travail de recherche et j'observe qu'il y a notamment tout un réseau de relations, tout un réseau d'institutions, de partenaires culturels qui bénéficient de la coopération au développement pour travailler spécifiquement dans les pays du Nord, donc plutôt faire de la sensibilisation à la coopération au développement, et que pour ce faire, ces institutions mobilisent en permanence les ressources créatives des afrodescendants, mais cela sans effet aucun de stabilisation pour ces groupes, mais plutôt pour stabiliser les effets de marché d'un milieu négrophile blanc, et qui, au besoin, neutralise totalement les productions culturelles qui seraient jugées trop critiques de cette diaspora plutôt artistique, culturelle et intellectuelle, et que donc, par le biais de cette coopération au développement, on retrouve des rapports de postcolonialité avec les afrodescendants qui sont situés au nord. Voilà, et donc, je vais terminer ici en disant qu'il me semble donc que l'enjeu, c'est de trouver ces articulations entre relations évidemment liées au capitalisme, mais qui sont à la fois postcoloniales et à la fois raciales, et qu'il s'agit de ne pas oublier une par rapport à l'autre, et qu'il faut les sentir comment elles se tiennent, et comment les afro-descendants sont, quelle que soit la classe à laquelle ils appartiennent, en fait, tout aussi susceptibles d'être victimes de la police et de meurtres policiers que d'être victimes d'une institution bien pensante de la coopération culturelle quand ils veulent faire des projets artistiques, et que donc la question aussi de ce groupe afrodescendant et ses appartenances à une classe, à une race, est quelque chose de complexe à comprendre peut-être pour la gauche, et qu'il faut rentrer dans cette complexité pour comprendre ces groupes et les effets de domination qui pèsent sur eux. Merci. Je peux couper
Ah oui. Merci beaucoup. J'ai vu qu'un des rédacteurs du texte, Robin de Lobel, qui est ici en la salle, prenait note, je crois, assez scrupuleusement des interventions, parce que c'est peut-être un des textes sur lesquels les interventions que vous avez faites devraient déboucher sur certaines modifications. Et donc, j'espère que Robin peut être en contact et dialogue avec vous pour voir comment certaines formulations pourraient être modifiées et bien sûr directement aussi avec Camille Chalmers. Il y a notamment cette discussion sur reconnaître différents processus comme des crimes comme contre l'humanité, ouvrant des droits. Après, il faut voir si on exerce le droit de la part des peuples qui en ont été victimes, mais la reconnaissance de la responsabilité est extrêmement importante. Au point que, justement, les gouvernants font très attention à ne pas reconnaître, à ne pas ouvrir des droits. Je me souviens parfaitement de déclarations de Louis Michel. Vous voyez qui c'est, Louis Michel? Il était au moment de la conférence de Durban, ministre des Affaires étrangères de la Belgique. Il est devenu plus tard, et vice-premier ministre. Il est devenu plus tard commissaire européen et notamment impliqué dans la question du Congo. Et Louis Michel est allé à Durban et a bien communiqué à partir de Durban à l'égard de l'opinion publique belge que oui, il était prêt à reconnaître qu'il y avait eu toute une série de choses et qu'il faut le regretter, mais surtout pas présenter des excuses parce que des excuses ouvriraient des droits et qu'il ne fallait surtout pas ouvrir la voie à un droit à la réparation. Alors moi, j'étais impliqué d'une certaine manière dans tout ce contexte. Vous dire comme petite anecdote qu'un mois avant qu'il se rende à Durban, Louis Michel, donc ministre des Affaires étrangères, venait de recevoir de la part d'un hebdomadaire qui m'avait interviewé le contenu d'une interview que j'avais donnée avant qu'elle ne soit publiée, où je dénonçais ce ministre des Affaires étrangères parce qu'il venait de donner son accord à l'administration américaine pour obtenir que la Belgique revoie la loi de compétence universelle afin que des chefs militaires américains comme Colin Powell et d'autres puissent venir en Belgique et se rendre au siège de l'OTAN sans avoir le moindre risque d'être poursuivis par un juge belge qui appliquerait la loi de compétence universelle. Donc il m'a téléphoné pour me dire Monsieur Toussaint, je sais que dans une interview, vous allez me dénoncer. Je voudrais vous dire que j'ai une proposition à vous faire. C'était presque comme le parrain. J'ai pensé à vous pour présider un organisme que nous allons créer et qui s'appellera le Centre de prévention des conflits en Afrique des Grands Lacs. Et ça vous fera plaisir, nous allons l'appeler le Centre de prévention Patrice Emery Lumumba. Et donc, je vous propose ce poste. Et donc, je l'ai remballé. Vous, c'est vous. Nous, c'est nous. Nous sommes le mouvement altermondialiste d'opposition à votre politique, etc. Mais c'est pour vous dire que, effectivement, les gens de ce type-là, personnellement, j'ai encore été confronté à lui dans l'affaire grecque en 2015 et on a eu un échange extrêmement, on va dire, verbalement violent lors d'une émission de la RTB, de la radio publique belge francophone, qui a fait que dès lors, on a considéré que je ne pouvais plus être invité à l'antenne. Le chef de la rédaction politique de ce média public a décidé qu'il ne convenait plus de m'inviter si c'était pour avoir des discussions du type que j'avais eu. Bon, c'est pour dire que tout ça, on est engagé aussi comme des militants, des militantes dans des processus réels
et que les gens que nous combattons ont différents tours dans leur sac pour essayer de, soit quand ils ne récupèrent pas, réprimer, mettre fin, marginaliser, etc. Et donc, pour revenir au sujet, vraiment, je pense que les interventions qu'on a eues devraient déboucher sur une prise en compte pour la rédaction ou une nouvelle version de certains aspects du texte, ou ouvrir des pistes de discussion. Et donc, si Mireille et Véronique veulent essayer de synthétiser peut-être et de nous envoyer en 2-3 points des remarques ou dire s'il fallait changer quelque chose, voilà ce qu'il faudrait changer dans le texte, ce serait, je crois, très bienvenu. Alors, on va ouvrir à 2 prises courtes de parole de 2 minutes et vu qu'on a déjà dépassé de 11 minutes, je donnerai la parole à Camille en conclusion et on devra en rester là. Donc, je voudrais savoir qui souhaite une intervention, mais ne débordons pas de 2 minutes. Bon, il y a Régis, il y a Mireille qui est 2 minutes. Hein. D'accord. Et sur le Zoom, est-ce qu'il y avait quelqu'un? D'accord. Alors, Régis, tu as la parole. En fait, oui, merci. Je vais faire très court. Non, je reviens en fait à cette histoire de reconnaissance de crimes contre l'humanité, vu que je vois qu'aussi bien Eric que... je suis désolé, je ne connais pas son voilà, non, Véronique. Vu que vous en faites un élément extrêmement important, moi je suis un peu sceptique en ce sens qu'en France, via la loi de Taubira, c'est déjà reconnu comme un crime contre l'humanité. Pourtant, en France, il n'y a aucune avancée. On est encore en arrière par rapport à la Belgique, alors même que c'est bien reconnu comme un crime contre l'humanité. Donc du coup, est-ce que c'est vraiment ça la panacée? Et peut-être que ça vaut le coup de s'interroger sur le cas français. Comment se fait-il que voilà un pays, qui plus est le pays entre guillemets des droits de l'homme, où on reconnaît donc la traite négrière comme un crime contre l'humanité et où ça ne fait absolument rien avancer et où et effectivement on vit ce que tu décris, c'est-à-dire dès lors qu'on aborde ces questions, on se fait marginaliser, on se fait traiter de tous les noms. Actuellement, la mode, c'est de se faire traiter de séparatiste. Dès lors qu'on aborde cette question, dès lors qu'on aborde la question de la représentation dans l'espace public de personnages clés de cette traite négrière ainsi que de la colonisation. Donc, je pense que ça vaut le coup de s'interroger sur le cas français pour voir si vraiment ce point est si important que ça et s'il est important, comment tirer les leçons du cas français et avancer. Mireille? Ça tombe bien, je voulais répondre, je voulais rentrer dans cette question. En fait, la loi de 2001, c'est une loi complètement symbolique, puisque au moment du projet de loi avait été discuté un article 5 qui donnait la possibilité aux descendants des ancêtres d'ester en justice. Or, pour les crimes commis. Or, le groupe socialiste a refusé cet article et Taubira, parce qu'elle avait envie que sa loi soit votée, a accepté ça. Donc, quelque part, pour moi, de la part de Taubira, connaissant quand même ses engagements, c'est une trahison, parce qu'elle nous a complètement bloqués. Par ailleurs, c'est pas seulement, je vous signale quand même aussi que le tribunal, c'est une difficulté réelle d'en arriver à un traitement sur les crimes contre l'humanité commis pendant la traite transatlantique, puisque le tribunal de Nuremberg a précisé que comme crime contre l'humanité n'étaient ouverts que les crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale, que tous ceux commis avant n'avaient rien à voir, que c'était fini, que ça n'existait plus. Donc Madagascar, Sétif et tous les autres nombreux crimes commis sont passés à l'eau. C'est pour ça que aussi cette question des réparations, c'est une question aussi d'imposer un changement épistémologique au droit international. C'est-à-dire que quand on dit que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, eh bien c'est comme les droits humains. Est-ce qu'il y a des droits humains pour certains et des droits humains pour d'autres? C'est ce qu'on constate.
Donc, s'il y a des crimes, un crime contre l'humanité imprescriptible, est-ce qu'il est imprescriptible pour certains crimes et pas pour d'autres? Donc, ça veut dire que nous aussi, à ce niveau du droit international, il va falloir qu'on travaille sur cette notion, sur le fait que le système des êtres, enfin des Occidentaux, de la suprématie blanche, nous impose sa vision de l'imprescriptibilité. Il va falloir qu'on travaille aussi là-dessus. Voilà. Et je suis désolée, je dois partir. Au revoir et merci infiniment pour tous ces échanges. Merci beaucoup Mireille. Et bon retour. Et nous allons donner la parole à Yvonne pour 2 minutes. Allô, merci. Malheureusement, Mireille est partie parce qu'il y a son intervention qui était très intéressante en rapport avec les crimes contre l'humanité. Donc, mon point de vue, je dis à ce qu'on puisse réfléchir ensemble pour voir des cas là que la communauté internationale ne veut pas reconnaître comme crime contre l'humanité. C'est comme j'ai dit pour le massacre qui se passe en RDC et d'autres massacres aussi, qu'on ne reconnaît pas. Il y a des morts, les gens voient, ils voient, la communauté internationale voit, mais ils ferment les yeux. Donc, que faire pour qu'on puisse pousser cette communauté internationale à ne rien laisser à côté, comme on a dit dans les objectifs du millénaire. On dit qu'on laisse personne à côté. Mais comment on peut laisser les autres à côté qu'on est en train d'exterminer? Parce que là où ils sont, il y a de minerais stratégiques. Là où ils sont, il y a ce que la communauté internationale veut utiliser. Le deuxième point, l'exemple que vous avez donné de lui, Michel, ça me rappelle en 2010, nous, on avait vécu la même chose. On voulait animer une conférence à l'université en rapport avec la dette de la RDC. Qu'est-ce qui s'était passé? Les professeurs avec lesquels on devrait faire cette conférence, il a été nommé comme représentant provincial du cinquantenaire. Donc, c'était pour faire en sorte qu'il ne puisse pas être avec nous dans l'animation de la conférence. Malheureusement, les jours qu'on venait pour animer la conférence, on arrive à l'université, ils ont tout bloqué. Bon, on avait quand même développé d'autres stratégies pour aller ailleurs sans lui et on avait animé notre conférence. Donc, c'est comme dire que le capitaliste, ils ont toujours leur stratégie. S'ils trouvent que vous continuez à intervenir, ils peuvent vous proposer un poste. Donc, si vous aimez l'argent, vous allez faire tomber la lite. C'est ça. C'est une situation, ça doit vraiment nous interpeller. Toutes les propositions qu'on nous donne, parfois c'est pour étouffer la lutte, c'est détourner ceux qui sont en train d'élever leur voix pour défendre les autres. Merci. Régis a posé comme question. Je pense que les personnes qui sont pour qu'on reconnaisse toute une série d'actes comme des crimes contre l'humanité et que ce soit inscrit dans la loi, ne se font pas d'illusions sur le fait qu'ensuite, automatiquement, la loi en question va être suivie des faits. C'est clairement soit l'action, la mobilisation d'en bas, soit la combinaison entre la mobilisation d'en bas et un gouvernement populaire qui décide de s'appuyer sur des lois adoptées précédemment pour réellement en tirer les conséquences et appuyer sur des actes de la part de l'exécutif, dans ce cas-là. L'exécutif a un gouvernement populaire dans un pays européen ou alors un gouvernement du Sud qui pose un acte, y compris de défiance, de dénonciation, de résistance, en s'appuyant aussi sur des notions de droit international, sur des lois qui ont été adoptées, etc. Mais il est clair qu'on n'a pas d'illusion sur le fait que automatiquement, une loi qui reconnaîtrait une série de comportements et d'actes comme des crimes contre l'humanité déboucherait sur des solutions. Et donc, on ne pense pas du tout, puisque tu as employé le terme, à ce que ça représente une panacée permettant d'apporter automatiquement une solution. Mais il n'empêche que la bataille doit être menée certainement. Et donc, je vais donner la parole à Camille pour conclure
cette session. Camille Chalmers, tu as la parole. Camille, tu dois brancher ton micro. Oui, ça va maintenant? Ça va, très bien. Il faut reprendre. Oui, donc je remercie pour les différents commentaires qui ont été faits. Je pense que là, il y a vraiment beaucoup de travail d'enrichissement qui peut être fait sur le texte. Et je voulais souligner quelques éléments. Et le premier élément, c'est le risque de déviation qui vers ce qu'on a appelé en Haïti le noirisme. Il y a eu une idéologie politique qui a été utilisée par une des dictatures féroces du XXe siècle en Haïti, qui est le noirisme, et qui a utilisé ce noirisme-là pour gommer la lecture de l'histoire d'Haïti à partir d'une grille de classe sociale et pour gommer aussi la nature de la domination impérialiste. Donc, je pense que ça, c'est un danger et je le signale surtout pour les amis africains. Je pense qu'il y a toujours ce danger d'un espèce de noirisme fondamentaliste. Deuxième chose, je crois beaucoup dans la pédagogie des révolutions. Et l'un des éléments intéressants de la révolution haïtienne, en plus de la mondialisation des droits humains, c'est l'effort qui a été fait par l'un des dirigeants de la révolution haïtienne pour déracialiser les rapports sociaux. Il avait clairement compris que l'invention des races était un élément essentiel dans la domination idéologique de l'époque. Et il y a des articles de la Constitution de 1805 qui sont des articles extrêmement intéressants. Par exemple, il y a un article qui dit que toute personne dans le monde, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine ethnique, à partir du moment que cette personne est décidée à lutter contre l'esclavage, cette personne a le droit d'être haïtien. Donc, une redéfinition de la notion de nation, de l'État-nation, qui très souvent est réduite à une vision ethnicisante et qui a causé pas mal de guerres par le passé, pour réinventer cette notion à partir d'un projet. Quel est le projet social que nous voulons défendre? Et je voulais signaler en ce sens les mots qui ont été écrits par C.L.R. James, un grand marxiste caribéen qui a beaucoup étudié la révolution haïtienne et qui a été un conseiller de Nkrumah. Et il disait que l'une des raisons de l'échec des mouvements révolutionnaires des années 60 en Afrique, ça a été justement le fait qu'on a essayé de reproduire des États à l'image de l'État occidental, à l'image de cet État impérialiste. Et on a créé des structures, finalement, on a créé des structures juridiques qui sont racistes. C'est très étonnant dans un pays où il y a 90% de population noire, mais en fait, les structures juridiques institutionnelles de l'État reproduisent justement ce racisme structurel qui est inclus dans la domination globale. Donc, je pense que là, il y a tout un travail très important. Bon, en Amérique latine, on peut se référer aux travaux de Aníbal Quijano, qui a parlé de colonialité du savoir, colonialité du pouvoir, ou des travaux de Enrique Dussel, qui montrent la nécessité de réinventer la mémoire historique, de refaire l'histoire de l'humanité à partir d'autres repères. Et je pense que c'est un travail important qui devrait justement alimenter les luttes aujourd'hui. Et je crois que la question des réparations est un outil très, très intéressant dans le cadre des mobilisations populaires aujourd'hui. Et si on investit ce concept à partir de nouveaux liens entre mouvements révolutionnaires du Sud et du Nord, on pourra aller très, très loin. Merci beaucoup. Camille, nous concluons ici cette première journée. Merci à chacun et chacune d'y avoir participé. Tous les apports, je crois, des différents intervenants seront pris en compte. J'espère qu'on a bien pu enregistrer et garder en mémoire sur le plan digital les travaux de cette première journée et qu'on pourra les exploiter au maximum
pour qu'on puisse communiquer à des personnes qui n'ont pas pu suivre en direct nos travaux. Encore merci aux interprètes. J'espère que demain, on n'aura plus le même type de problèmes à certains moments, de problèmes techniques à certains moments de l'interprétation. Merci encore à Zine TV. On remerciera pour, mais ils ne sont plus là pour le moment, on leur dira. Et donc, je vous invite à être de retour demain à 9h30 du matin, ici, pour reprendre nos travaux. Merci beaucoup.